Alors, bonjour à tous. Il est déjà midi, alors on va débuter, même s'il y a encore plusieurs personnes qui sont en train de se connecter avec nous. Donc, bonjour et bienvenue à cette activité de transfert de connaissances organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui fait partie du CIUS de l'Est de Montréal. Je suis Valérie Coulombe, chef de service intérimaire pour le Bureau de la mission universitaire en santé mentale, et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, avant de présenter nos panélistes, je vais tout simplement faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que le bureau de la mission universitaire de l'Institut. Donc, le bureau relève directement de la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance. Et son mandat est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction pour soutenir l'actualisation de la mission universitaire qui est spécifique à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal autour des 6 dimensions que sont la recherche, l'enseignement, le transfert de connaissances, l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé mentale, les pratiques de pointe et l'innovation, ainsi que le rayonnement. Et le bureau soutient en plus l'implication des patients et des proches partenaires dans la planification, l'organisation et l'évaluation des services offerts en santé mentale. Donc, l'ensemble de nos activités vise à rapprocher les gestionnaires, les intervenants, usagers, chercheurs par la coordination d'interfaces qui favorise la co-construction de connaissances. Donc, avant d'aller plus avant là, sur l'activité, je tenais à remercier chaleureusement nos panélistes ici présents aujourd'hui qui ont vraiment contribué à la co-construction de cette activité-là autour d'une bonne réflexion puis de mise en commun de nos perspectives. Donc, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Également, l'équipe des communications du CIUS de l'Est pour la promotion de l'activité et l'équipe audiovisuelle de la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation pour le soutien technique nécessaire à ce type d'activité. Allons-y maintenant avec, voici l'objectif de l'activité. Le titre de l'activité d'aujourd'hui est Design, conception et évaluation d'applications numériques en santé mentale dans le but de développer une meilleure littératie numérique. Donc, nos objectifs sont d'introduire le contexte de la santé mentale numérique et faire un survol des objectifs premiers de la stratégie numérique en santé mentale, d'expliquer les principales étapes de design, de conception, de validation, d'évaluation d'applications numériques en santé mentale qui sont basées sur la recherche et l'innovation et de présenter une gamme d'applications disponibles et des moyens de les évaluer, de les sélectionner et de les utiliser adéquatement dans différents contextes d'intervention et d'auto-soin. Pour aborder ces sujets, nous avons la chance d'accueillir Mme Jennifer Dahac, qui est adjointe au président-directeur général adjoint du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et Mme Dahac était jusqu'à tout récemment la chef de service du bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale, auquel elle a participé à la création du bureau et à son développement pendant les 2-3 premières années de son implantation. Monsieur Stéphane Vial, qui est chercheur régulier au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, également professeur à l'UQAM et responsable du projet Mentalis auquel qu'il va vous présenter aujourd'hui. Il est accompagné de Mme Annick Charpentier, qui est usagère et père-chercheur au sein du même projet Mentalis, et ainsi que M. Michael Cardinal, qui est pharmacien et directeur technique de Therapex, qu'il va nous présenter dans le cadre de son volet. Précisons avant de terminer là, que les 3 premiers panélistes ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité et M. Cardinal a tenu à préciser quand même qu'il est actionnaire de la compagnie Therapex qu'il a fondée et qu'il gère aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Mme Jennifer Dahac. Jennifer, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Je m'installe tranquillement. Donc, merci beaucoup pour cette première présentation, Valérie. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce midi pour vous parler en fait de la santé mentale et le numérique. Quelques perspectives d'avenir, des réflexions qu'on veut amener à l'intérieur du webinaire aujourd'hui. En ce mois de novembre, qui est le mois en fait de la santé numérique comme tel. Et donc, on salue l'ensemble de nos collègues là, en télésanté et en santé numérique dans l'ensemble de nos installations et de notre réseau là, qui ont été très actifs dans plusieurs rencontres dans les dernières semaines là, de transfert de connaissances sur le sujet.
Donc, en fait, mon propos va principalement se tenir autour de la santé mentale numérique, évidemment. Donc, dans santé mentale numérique, on a deux concepts. Santé mentale d'abord, numérique ensuite. Et donc, la numérique en santé mentale n'est pas une finalité en soi, en effet. C'est vraiment ça aussi le propos qu'on va tenir aujourd'hui, comment le numérique peut être au service de la santé mentale comme telle. Donc, la santé mentale d'abord, pourquoi? Parce qu'à l'instar de la santé physique, la bonne santé mentale, eh bien, c'est un prérequis pour le développement de notre population, de chaque personne individuellement, de chaque citoyen, afin qu'il puisse réaliser son plein potentiel et qu'il puisse aussi collaborer, dans le fond, au plein potentiel de sa famille et de sa communauté. Donc, les problèmes de santé mentale, on sait, peuvent créer des détresses significatives, impacter négativement plusieurs sphères de la vie, allant des relations interpersonnelles aux éléments occupationnels jusqu'à des symptomatologies de santé physique également. C'est important de rappeler aussi que tout le monde a une santé mentale, pour ne pas utiliser l'expression en anglais « mental health is health ». Donc, chaque année au Canada, on recense qu'une personne sur 5 aura une problématique de santé mentale au courant de sa vie. Et c'est l'une des principales causes aussi d'invalidité au pays, qui empêche 500 000 personnes par semaine de se rendre disponibles au marché de l'emploi. Donc, il y a des coûts économiques, des coûts d'efficience et d'efficacité, il y a des coûts humains derrière ça. La santé mentale, c'est aussi le stigma derrière le trouble mental. Donc, 50% de la population qui souffre d'une problématique de santé mentale, on sait, ne consulte pas. Les évidences sont claires là-dessus. 9 personnes sur 10 qui souffrent d'un problème de santé mentale affirment que la stigmatisation, sous quelque forme qu'elle soit, parce qu'elle peut être aussi sociale, institutionnelle ou autre, même auto-stigmatisante ou de discrimination, amène des effets négatifs sur la vie de la personne, incluant la difficulté à trouver un logement, trouver un emploi, s'épanouir socialement, puis vivre sa pleine citoyenneté. Donc, la santé mentale d'abord. La santé mentale d'abord, c'est aussi dans l'optique de l'Organisation des soins et services en santé mentale. Donc, partout dans le monde, on observe aussi des enjeux qui sont relativement similaires face à des défis, notamment des défis d'investissement en santé mentale. On rapporte en fait que l'OMS ne serait pas en mesure d'atteindre nécessairement les plans et objectifs qui s'étaient fixés pour rehausser la santé mentale des populations sur le globe, parce qu'il y a des enjeux d'investissement, il y a des enjeux de besoins non comblés, il y a des enjeux de pénurie de la main-d'œuvre qualifiée aussi dans nos secteurs. Il y a des enjeux aussi de prévalence. Donc, je vous ai mis ici, là, en fait, un topo là, de la prévalence globale, régionale et nationale de 12 diagnostics en santé mentale. Vous voyez, en fait, autant chez la population masculine que féminine qu'autre, là, que les éléments de dépression et d'anxiété composent la grande majorité des troubles mentaux. Et c'est sur ça qu'on veut agir aussi comme tel pour soulever ce fardeau-là. La santé mentale aussi, c'est l'accessibilité aux soins et aux services comme tel. Donc, on a bien sûr au Québec travaillé très fort pour réduire les listes d'attente. Demeure pas moins que au niveau du tableau de bord performance du réseau de la santé et services sociaux qui a été mis en ligne par le gouvernement actuel est très parlant. Il reste quand même qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont en attente d'un service en santé mentale, relativement répartis, la moitié-moitié, première ligne des services de proximité et des services plus spécialisés de deuxième ligne. Une fois qu'on a parlé de la santé mentale comme telle, il est important aussi de parler de la santé connectée. Donc, la santé connectée, c'est quoi exactement? Ça signifie en fait l'utilisation d'un coût efficace et sécuritaire des technologies de l'information et de la communication pour soutenir les services de santé, pour soutenir la livraison des soins et des services, la surveillance de l'état de santé de la population, puis l'avancement des connaissances et de la recherche. Donc, on a besoin du numérique également pour plusieurs éléments. Le numérique, c'est quelques statistiques aussi. Dans le fond, 94
des ménages canadiens disposent d'un accès à Internet selon Statistique Canada. De ce 94 %-là, il y a plusieurs d'entre eux qui possèdent un téléphone intelligent puis qui ont des forfaits aussi de données mobiles et donc disponibles un peu partout à n'importe quel moment pour des fins d'utilisation personnelle. Il reste pas moins qu'il y a une fracture numérique quand même qui persiste auprès des populations vulnérables qui sont notamment dans nos patientèles. Donc, on a besoin de stratégies qui visent une meilleure équité, une redistribution de l'utilisation des technologies numériques dans nos populations. L'INSPQ, d'ailleurs, récemment s'est penché là-dessus. Donc, la fracture numérique, elle se compose, entre autres, là, au niveau du revenu, donc la vulnérabilité économique de la personne, qui est un facteur vraiment important, primaire de l'accès à Internet, notamment. Le manque d'infrastructure, on le vit aussi jusqu'à un certain point dans notre réseau de la santé sur l'accès au Wi-Fi à l'intérieur de nos établissements puis de nos installations, mais au-delà de ça, le manque d'infrastructure aussi dans les régions où la desserte d'un réseau de télécommunications est problématique. L'âge, donc le manque d'accès à des technologies numériques selon l'âge, le manque de familiarité aussi par rapport à ça pour une population plus âgée. Et au final, la littératie numérique qui a besoin d'être haussée parce qu'une faible littératie numérique, eh bien, ça veut dire moins de bénéfices à l'utilisation du numérique et probablement aussi plus de risques. La santé mentale numérique, c'est un sujet maintenant où on combine les deux, la santé mentale et le numérique. Ça devient en fait très effervescent. Donc, vous voyez un petit peu là, le topo, là, il y a actuellement beaucoup d'effervescence dans cet écosystème-là. C'est un écosystème de plus en plus complexe qui requiert beaucoup de parties prenantes, la recherche, les startups, les entreprises innovantes, les gouvernements, la législation, les usagers aussi, les participants citoyens. Donc, et c'est un écosystème qui va très vite et qui se développe à vitesse grand V, ce qui cause des enjeux d'adoption, d'implantation, de gestion du changement, notamment au niveau clinique. Puis ça amène aussi parfois l'écosystème de la recherche à être à la remorque de toutes ces innovations numériques. Aujourd'hui, on va focuser davantage sur les applications en santé mentale. Donc, il y a plus de 20 000 applications en santé mentale qui ont été répertoriées. De ces 20 000 applications-là, il y a certainement une rareté de validation scientifique, pour ne pas dire qu'à peu près 5 % d'entre elles, plus ou moins, sont validées scientifiquement. Ça reste que c'est un champ de l'activité économique qui est en pleine croissance. C'est une technologie qui se veut de proximité, de plus en plus interactive, de plus en plus connectée et portable, dans le sens wearable du terme, là, donc les objets connectés en santé notamment. Il vise toutes sortes de fonctionnalités au niveau de la santé numérique, des fonctionnalités variées de repérage, potentiellement diagnostic, d'auto-soins, d'autogestion, en passant par la psychoéducation, bien sûr, qui est au cœur de ça. Et aussi des éléments aussi de rétroaction avec les pairs ou avec les cliniciens. Donc, c'est vraiment très dynamique comme environnement. Sur les 700 applications justement évaluées, notamment en pleine conscience, sur 700 applications, il n'y en avait que 23 dans un rapport récent du Lancet qui procurait vraiment une application clinique intéressante au niveau, par exemple, de la pleine conscience. Donc, c'est vraiment à se questionner aussi là, sur notre capacité de bien cerner, d'avoir un discernement quant à l'utilisation de ces technologies-là. Quoi qu'il en soit, on sait que plus on met d'efforts requis pour la sécurité, les données probantes, l'engagement patient, les résultats et l'implantation, plus la mise à l'échelle de ces technologies-là vont être accessibles, vont amener de la qualité aussi dans le parcours de soins. Donc, c'est sûr que les soins en présence versus, par exemple, de la télésanté asynchrone avec des nouvelles applications, des nouvelles façons de faire, des systèmes de relance, de communication, on n'est pas au même niveau pour ce qui est de l'intensité du déploiement et de la complexité aussi. Par contre, on sait que ça peut amener de très grandes améliorations à l'accès et à la qualité comme telle.
Au Québec, plus spécifiquement, ces priorités-là ont été énoncées dans le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 qui a été déposé en janvier dernier. C'est un investissement de plus d'1 milliard de dollars sur 5 ans que le gouvernement a annoncé pour l'amélioration de l'accessibilité, de la continuité, de la qualité des soins en santé mentale, dont une action principalement sur l'innovation numérique en santé mentale où on souhaite innover en intégrant justement les interventions numériques de toutes sortes, notamment applicatives là, dans les services en santé mentale. Donc, ça nous amène un petit peu, en fait, à l'annonce du ministre Carman du 2 juin dernier, une annonce qu'on a accueillie très favorablement au sud de l'Est de l'île de Montréal pour le déploiement d'une stratégie d'accélération et d'intégration de la santé mentale numérique. C'est une stratégie ministérielle avec laquelle le sud de l'Est de l'île va contribuer comme mandataire. Donc, c'est un investissement de 12 millions de dollars sur 4 ans pour le déploiement de cette stratégie. Principalement 2 éléments qui couvrent la stratégie telle qu'annoncée par le ministre en juin dernier et disponible aussi sur le site web du ministère, c'est-à-dire soutenir le déploiement déjà implanté de certains outils, notamment retrouver son entrain en association avec l'Association canadienne comme telle de santé mentale Division Québec et aussi le soutien de l'outil numérique Aller mieux à ma façon, qui a été également construit par l'une de nos chercheurs au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale, Janie Houle. On a également un autre pan à l'intérieur de ce déploiement de stratégie qui est l'analyse et le soutien de déploiement de d'autres outils en fonction des besoins. Donc, ça va être intéressant de voir quels sont les nouveaux outils qu'on sera en mesure aussi d'amener en bonification pour la population québécoise. Et par ailleurs, le tout va se retrouver sur un site web bonifié qui était souhaité, celui du ministère, que vous connaissez sans doute, donc québec.ca/santé mentale, qui est déjà en ligne et sur lesquels vous retrouvez toutes sortes d'informations très intéressantes et importantes à animer dans vos équipes et dans vos établissements auprès de la population. Donc, des ressources d'aide et de soutien, de prévention et de sensibilisation, puis à terme, l'ensemble des programmes et des outils numériques qui seront aussi offerts dans le cadre de la stratégie. Donc, c'est une stratégie, en fait, qui est menée de concert avec nos experts-chercheurs et nos scientifiques sur le dossier. Donc, à l'intérieur du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, on a le Centre Axel, qui est aussi un accélérateur comme tel d'innovation technologique en santé mentale et donc de concert avec le centre de recherche. Nous allons mener aussi des éléments de recherche évaluative en lien avec ces applications-là. Donc, c'est un peu ça le propos aujourd'hui. Donc, si je peux faire un petit récapitulatif, grosso modo, la santé mentale numérique, c'est un aspect du panier de services. Donc, c'est un élément qui sera mis à la disposition, qui est déjà mis à la disposition de la population, qui va être rehaussé parmi d'autres. Il est là aussi, cet aspect-là, pour contrer la stigmatisation, favoriser la reprise du pouvoir, l'amélioration et le maintien aussi de la gestion des émotions, de l'état de santé mentale de nos populations, favoriser l'utilisation des autosoins, entre autres. C'est de permettre de rejoindre un plus grand nombre de personnes, de traverser des distances, probablement aussi d'agir tôt, pour reprendre cette expression-là, agir auprès de nos populations jeunes, entre autres, là, qui sont très connectées. C'est aussi de considérer l'adoption du numérique dans un aspect d'équité sociale, intergénérationnelle, interrégionale, mais aussi de diversité. Donc, d'avoir cette sensibilisation au niveau de la culture, de la diversité de genre aussi et autochtones, notamment des sensibilités en lien avec ces utilisations-là dans la santé mentale numérique. C'est aussi des aspects aussi à considérer de durabilité et des aspects environnementaux aussi à considérer. Quand on utilise le numérique, eh bien, on ne se déplace pas. Donc, peut-être aussi qu'on pollue moins au final. Il y a tout un pan de la littérature qui actuellement est effervescent sur ces éléments-là entre la santé mentale numérique et puis les éléments environnementaux. C'est aussi de porter une vigie particulière sur la sécurité des données. Ça incombe à notre responsabilité de s'en assurer dans le contexte où la population
a accès à ces applications-là, entre autres. C'est aussi s'assurer de l'engagement dans l'utilisation, parce qu'une application qui est disponible n'est pas nécessairement utilisée s'il n'y a pas non plus tout un volet de transfert de connaissances autour, puis une animation qui fait en sorte que l'engagement est rehaussé. Et bien entendu, c'est là où nous, comme établissement, on va bien aussi agir en stratégie et en action, c'est d'animer une intégration clinique aussi, une gestion positive du changement de ces applications-là numériques en santé mentale dans l'organisation de nos soins et services. Puis au final, en fait, c'est agir avec bienveillance, de façon probante dans ce dossier-là, avec un regard en continu sur les besoins de notre population, puis notre responsabilité populationnelle pour s'assurer que, au final, les bonnes technologies sont utilisées par le bon patient au bon moment, par aussi le soutien d'un intervenant possiblement si besoin ou d'un proche aidant si besoin, et tout ça pour une meilleure qualité des soins et des services, au final, une meilleure accessibilité en santé mentale, dépendance et itinérance. Donc, voilà mon propos pour aujourd'hui, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et participer à la suite du panel. Merci. Merci beaucoup, Jennifer Daak. Je donnerai la parole maintenant à M. Stéphane Vial et Mme Annick Charpentier pour le projet Mentalis et le volet design et conception d'applications numériques. Bien, mais bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et l'accueil dans ce panel. Mon nom est Stéphane Vial, je suis docteur en philosophie, formé en psychologie, mais chercheur en design. Je suis au carrefour de plusieurs domaines et je suis notamment le responsable donc de la plateforme Mentalis qui est en cours de développement. Et je travaille en tant que titulaire d'une chaire de recherche justement dans ce domaine très émergent qui consiste à combiner les disciplines du design, qui sont des disciplines créatives, avec les disciplines de la santé et avec les technologies numériques. Donc, je vais essayer d'en parler un petit peu, puis je mène ce travail dans le cadre du centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, ma présentation s'intitule « Design et co-design des applications numériques en santé mentale ». De quoi s'agit-il? C'est peut-être des termes auxquels vous n'êtes pas habitués dans le domaine de la santé. Donc, le but, c'est justement d'en parler un peu. Donc, je vais passer à... Oui, alors ça, c'était juste pour situer que, justement, je vous parle à partir d'une perspective extrêmement interdisciplinaire. Et si je le mentionne, c'est pas pour mettre la lumière sur mon parcours, c'est pour vous souligner l'importance pour la qualité des innovations sociales et numériques en santé, l'importance de la transdisciplinarité, d'être capable de naviguer dans différents domaines. Moi, je suis formé en philosophie et psychologie, les deux cercles du bas, mais je travaille dans le domaine du design et du numérique en santé mentale. Alors, de quoi parlons-nous, design et cybersanté mentale? Je n'ai pas trop besoin de redéfinir un petit peu ce qu'est la santé mentale numérique, qu'on appelle parfois aussi, comme le recommande la Commission de santé mentale du Canada, la cybersanté mentale, qui est la traduction de l'anglais e-mental health. En tout cas, on comprend qu'il s'agit d'essayer de tirer des bénéfices positifs pour la santé mentale à partir donc des technologies numériques. Alors, juste un point, ça, c'est un exemple d'un ensemble de technologies numériques portées par des startups dans le monde privé. Ça, c'est un état des lieux fait en janvier 2020. C'était juste avant la pandémie. Et c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas confondre la cybersanté ou la santé numérique avec la télésanté. La pandémie a vraiment mis en lumière la télésanté parce que ça a été nécessaire pendant un certain temps d'utiliser les soins à distance et, dans une certaine mesure, nous en conservons un peu, beaucoup, ça dépend, aujourd'hui, même si les études montrent que les Canadiens et les Canadiennes cherchent plus un équilibre entre les soins à distance et les soins en présence. Mais c'est juste pour vous montrer que numérique et santé, c'est loin d'être limité à la télésanté. Donc, c'est un domaine assez vaste. Nous, à la chaire Diamant, à l'UQAM et au centre de recherche de l'Institut, nous travaillons, je le disais, donc sur cette articulation avec le design. Donc, qu'est-ce que c'est que le design pour la cybersanté mentale? Voici une définition que nous avons publiée il y a quelques mois dans un ouvrage sur justement les changements, les innovations amenées par le design en santé. Le design pour la cybersanté mentale, c'est une tentative, en fait, d'introduire
des méthodes qui sont bien connues dans d'autres domaines, les méthodes de co-design, les méthodes de design d'expérience utilisateur, puis d'introduire ces méthodes-là dans le domaine de la recherche intervention, donc la recherche qui débouche sur des dispositifs concrets, disons, applicables dans les services, donc dans la recherche sur les interventions numériques en santé mentale. C'est donc une nouvelle approche d'innovation en santé qui est à la fois sociale et organisationnelle, et numérique et technologique. Nous, en design, nous nous opposons absolument à l'idée du tout technologique, du paradigme hyper-techniciste dans l'innovation. Nous pensons que c'est absolument indispensable d'articuler la dimension sociale et organisationnelle, donc humaine finalement, avec la dimension numérique et technologique. Pourquoi le design, me direz-vous? Peut-être pour vous, le design, ça vous fait penser à les décorations d'intérieur, aux chaises bien dessinées des grandes marques de mobilier, et vous aurez raison, mais c'est un domaine qui est beaucoup plus vaste que cela. Et il se trouve que la littérature montre, la littérature scientifique, que dans le domaine de la santé mentale numérique, il y a un gros retard de design, bien plus important qu'en santé physique. Regardez dans vos téléphones cellulaires toutes les applications qui existent pour compter vos pas, vérifier vos cycles de sommeil, suivre l'évolution de votre poids avec votre pèse-personne ou balance connectée, et j'en passe. En santé mentale, évidemment, ça se développe beaucoup. Jennifer en a parlé il y a quelques instants, mais tout de même, par rapport aux autres domaines, il y a un retard. Les principes de design, justement, qui ont fait le succès de tout un tas d'applications mobiles en santé physique, mais pas seulement. Il suffit de penser aux réseaux sociaux qui, aujourd'hui, n'utilisent pas des applications de messagerie instantanée avec ses proches ou ses collègues. C'est devenu un standard. Et le design est donc identifié dans la littérature maintenant depuis quelques années comme un critère de réussite de la cybersanté mentale qu'il faut absolument développer. Pourquoi? Parce que sinon, les services qu'on peut créer, les technologies, les interventions qu'on peut développer avec du numérique en santé mentale, eh bien, si elles ne sont pas assez bien ancrées dans une démarche de design, elles risquent tout simplement de n'être pas utilisées. Le design est un moteur d'adoption, en fait, parce que le design permet de concevoir des outils simples, intuitifs, faciles. J'étais dans un colloque sur les données de santé la semaine dernière et on nous expliquait qu'au Québec, il y a 9000 systèmes d'information en santé. En moyenne, dans un SUS, il y en a entre 400 et 800. Et donc, système d'information veut dire logiciel. On est saturé de logiciels autour de nous pour gérer tout un tas de choses. Et ils ne sont pas toujours bien faits. Ils nous font perdre du temps. Ils sont compliqués. Et c'est là où le design des interfaces, des solutions numériques, peut amener une grande différence et donc faire gagner du temps peut-être dans les files d'attente, dans le traitement des demandes, dans la façon de communiquer avec les intervenants ou les patients, etc. Alors, j'aime bien cette phrase que j'ai combinée à une référence à une anthropologue Moll qui parle du soin chaud pour parler de l'activité clinique. C'est un symbole, hein, on s'entend, c'est une image, et de la technologie froide. Entre le soin chaud et la technologie froide, il n'y a pas une rencontre naturelle. Il n'y a pas, c'est pas spontanément quelque chose qui s'articule facilement. Ce sont deux mondes qui sont plutôt hétérogènes, le soin, la clinique, l'humain, et puis la technologie, les algorithmes, les morceaux de code. Et justement, le design est une discipline qui est très connue pour ça dans d'autres domaines, pour faire le lien, la médiation fine et sensible entre ces deux aspects pour finalement un petit peu plus humaniser toutes les innovations technologiques qui nous apportent beaucoup de bienfaits, mais sont aussi source de difficultés, de complications, de saturation, de fatigue. Et donc, les technologies, il faut toujours les considérer dans leur dimension, disons, double, hein, à la fois le poison et le remède, comme on peut dire en citant les philosophies anciennes. Pharmakon, hein, en grec, c'est le poison et le remède, ça donne la pharmacie. Bref, en tout cas, voilà. Je vous donne un exemple. Aux Pays-Bas, parce qu'il y a très, très peu d'exemples dans le monde, d'applications mobiles en santé mentale faites à partir d'une approche de design. Juste dire ça avant de montrer le projet, c'est que pourquoi? Parce que le réflexe habituel consiste à aller voir tout de suite des développeurs informatiques, des ingénieurs logiciels, qui sont, c'est vrai, une pièce maîtresse du développement technologique. Mais ils sont du côté du pôle froid, si vous me permettez. J'espère ne froisser personne en disant cela, ce n'est pas une critique ou un jugement négatif. Mais justement, il y a très peu d'exemples à travers le monde, puis nous, on en a identifié quelques-uns. Donc, je vous en donne un, c'est aux Pays-Bas, une application mobile gratuite
pour les personnes qui entendent des voix. Notez que l'application se définit elle-même comme destinée à, je cite, c'est leur terme à eux, les personnes qui entendent des voix. Aucune étiquette diagnostique. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un projet qui a été mené à la fois par des designers, des psychothérapeutes et des personnes qui souffrent de psychose. Dans un contexte à la fois universitaire, l'Université de technologie de Delft, où il y avait des designers, des profs de design, des chercheurs en design, des étudiants en design, une agence de design qui s'appelle Reframing Studio à Amsterdam, et puis le Parnassia Group, qui est un organisme communautaire en santé mentale. Ensemble, ils ont élaboré un projet qui vise en fait à donc aider les personnes qui font face à des hallucinations auditives en utilisant une application mobile basée sur des jeux de langage. Donc par exemple ici, c'est une application qui va proposer des jeux de langage. Donc je vous montre un exemple. L'utilisateur est invité à former des combinaisons de 2 mots dans un temps limité. L'objectif est de trouver toutes les combinaisons possibles en un minimum de temps. Ce qui se passe, c'est qu'en jouant à un jeu de mots, on vient activer la zone du cerveau qui produit le langage. Et c'est cette même zone qui s'active lorsqu'on entend des voix. Donc, le fait de jouer à ce jeu vient saturer, mobiliser beaucoup la zone du cerveau qui produit les voix, parce que c'est la même. Et en jouant à ce jeu, tout simplement, on annule, on diminue les voix. Aucun traitement pharmacologique, aucune thérapie, c'est un autre type d'approche. Donc, c'est ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres possibles de ce que peut faire un outil numérique qui a été bien conçu grâce à une approche de design. Parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu là-dedans du co-design. Les patients, les personnes concernées par ces troubles ont participé à la conception. Il y a eu du game design, du design de jeu pour que ce soit facile à utiliser. Ce n'est pas un gros logiciel compliqué, saturé. Et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du design UX, UI, du design user experience, user interface, du design graphique, fin, sensible, très facile à manier, comme on le voit, vous voyez sur cette capture d'écran, on voit une interface extrêmement légère, extrêmement peu chargée cognitivement pour faciliter l'exercice proposé. Là, j'ai juste mis une capture pour dire que cette application est même entrée en phase d'essai randomisé contrôlé, comme un vaccin ou un médicament. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, le design est vraiment positionné de cette façon, avec l'idée d'humaniser un peu la santé mentale numérique, porter la voix de l'utilisateur. Nous, ce que nous appelons l'utilisateur en design, c'est par exemple le patient, la personne qui souffre de difficultés, les pairs aidants, mais aussi les intervenants en santé de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, les professionnels, les gestionnaires de santé, toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion des soins et qui ont affaire à des logiciels pour exécuter leurs tâches et s'assurer que les processus et les services fonctionnent. Donc, le design est là pour augmenter l'adoption et favoriser la voix de l'utilisateur pour un usage centré humain des technologies. Alors, comment fait-on? Il me reste encore 5-7 minutes, je vois sur mon chrono si tout va bien. Donc, mais comment fait-on? Eh bien, il y a plusieurs approches. Je vais essayer en quelques minutes de vous donner un aperçu des approches pertinentes. Celle que nous défendons le plus, parce qu'elle est extrêmement porteuse, c'est le co-design. Le co-design, ça veut bien dire faire du design avec. Ça signifie que des designers, des chercheurs en design, des experts en design, qui ont tout un tas de compétences diverses, vont se mettre autour de la table avec des utilisateurs finaux. Donc, patients, pairs aidants, intervenants, professionnels. L'idée, c'est de concevoir les technologies numériques pour les personnes à qui elles sont destinées, avec les personnes à qui elles sont destinées, en utilisant des méthodes créatives. Alors là, je vous donne un exemple, les noms et les visages ont été anonymisés. Ici, c'est un atelier de co-design sur Zoom qui a été mené donc par mon équipe à la Chaire Diamant, accompagnée par le studio Meilleur Monde, c'est un studio de design à Montréal. Et puis, nous avons là un groupe de personnes qui ont un vécu personnel de difficultés de santé mentale ou qui peuvent être des pères aidantes ou des pères aidants. Et donc, avec ces personnes, mais qu'est-ce que nous avons fait? Parce que c'était pendant la pandémie et la phase sévère de pandémie, on faisait tout à distance, mais en fait, ça s'est avéré très bénéfique. Et nous faisons du co-design. Donc, nous venons avec une plateforme visuelle en ligne, ça s'appelle Miro, mais il y en a d'autres, ça pourrait être une autre. Puis, vous voyez ici au centre, bon là, l'image n'est pas très grande, je m'en excuse, mais on amène des dessins d'écran, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des wireframes, des maquettes en noir et blanc d'une application mobile. Puis, c'est nous qui les avons dessinées avec des idées ou des intuitions que nous avons, mais aussi des fois avec des provocations pour voir un peu ce que ça génère comme réaction. Puis les personnes qui sont en co-design
elles ont chacune un espace avec des post-it, puis elles peuvent écrire directement. Donc, elles passent par des phases silencieuses. Vous avez 5 minutes, écrivez vos idées. Tiens, cet écran-là, est-ce que vous trouvez qu'il est bien fait? Est-ce qu'on vous parle avec le bon langage? Est-ce que la fonctionnalité proposée est pertinente? Oui, non, etc. Puis après, on discute. On regarde ce qui a été écrit sur les post-it, on discute. Puis nous, on va choisir, grâce à cette conversation créative, avec les personnes concernées, on va choisir avec elles, grâce à elles, les fonctionnalités clés qui vont nécessiter ensuite d'être développées. Donc là, vous voyez, je vous montre plus d'images pour dire qu'il y a plus d'étapes. Tantôt, on fait des groupes de co-design avec des personnes qui ont un vécu en santé mentale. Tantôt, on fait des groupes de co-design avec des professionnels, des cliniciens ou des intervenants. Tantôt, on se retrouve entre nous, l'équipe de design. C'est les photos qu'on voit à gauche, en bas ou à droite. Là, à gauche, en bas, c'est notre équipe de design avec notre équipe informatique aussi. On a des discussions. Là, les personnes nous disent qu'ils aimeraient telle ou telle fonctionnalité, mais est-ce que c'est possible à faire informatiquement dans les délais et le budget qu'on a? On essaie de vérifier le réalisme des idées qui sont proposées. Ça, c'était le co-design. La partie plus design, à proprement parler, de quoi s'agit-il? C'est essentiellement du design graphique d'interface, du design fonctionnel d'interface. Vous voyez, là, je vous montre un exemple. C'est une capture d'écran d'un projet en santé mentale que nous développons, donc Mentalis pour ne pas le nommer, puis c'est un prototype interactif en cours de développement. Et donc, c'est beaucoup de travail, là plus expert, pour mettre en forme de manière très réaliste, très fine, les idées proposées en co-design. Puis, dans un processus de design rigoureux, et c'est là qu'on se rapproche de la partie de validation aussi scientifique, c'est qu'on va faire des tests utilisateurs. On va faire tester l'application une fois qu'elle est justement cliquable, testable, pas forcément encore développée informatiquement parce qu'on a des logiciels pour simuler les applications, mais elle peut être déjà développée informatiquement, bien sûr. Et à ce moment-là, on va faire tester avec ce qu'on appelle un oculomètre, un eye tracker en anglais. Puis on va être capable, par exemple, de voir exactement où l'œil se pose sur l'écran, pendant combien de temps il se pose, puis d'identifier des petits irritants dans le logiciel qu'on a conçu, dans l'application, des choses qu'il faudrait faire peut-être autrement, grâce aussi à un entretien que l'on mène avec la personne qui fait le test. Et donc ça permet d'avoir une approche extrêmement rigoureuse, ancrée empiriquement dans l'expérience utilisateur, comme on l'appelle. Aussi, bien sûr, quand on fait du design d'applications numériques en santé mentale, on ne peut pas se contenter, disons, de faire du design dans son coin. On doit absolument très tôt être relié à une équipe informatique, ce qui est notre cas. Donc, nous avons des étudiants en informatique, ce que nous supervisons avec des collègues d'informatique. Et donc, nous développons ces outils-là de manière totalement indépendante à l'université grâce au fonds de la recherche publique. Et donc, ça prend une collaboration entre design et génie logiciel qui n'est pas toujours si fréquente, en fait, dans les pratiques traditionnelles. Ça, c'est un petit visuel très rapide que je montre pour montrer un peu la complexité de la méthode de collaboration entre tous les acteurs en bleu, c'est l'informatique, puis les acteurs en vert, c'est les acteurs qui touchent au design. Puis, bon là, il y a une petite erreur, je vois qu'il y a un numéro 5 qui apparaît, c'est pas numéroté, mais c'est juste pour vous dire que nous essayons d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte une totalité de facteurs. L'aspect scientifique, hein, bien sûr, on va s'assurer de valider scientifiquement l'application. Comme je l'ai beaucoup dit précédemment, on va s'assurer aussi de la qualité du design de cette application, qu'elle a une bonne expérience utilisateur. Évidemment, Jennifer en a parlé, l'enjeu éthique de la confidentialité est majeur. Donc, c'est aussi un enjeu technologique de cybersécurité. Nous avons des collègues spécialisés en protection de la vie privée dans les applications mobiles qui travaillent avec nous. Et aussi, même si le mot peut sembler un petit peu effrayant au premier abord, bon, en fait, c'est pas tellement le mot de marché qui est pertinent ici, c'est plutôt la question du modèle d'affaires, de la pérennité, pour que l'application numérique, eh bien, elle existe et qu'elle perdure, parce que concevoir une application bien designée, bien validée scientifiquement, c'est déjà une grosse étape. Mais si en plus, il n'y a pas de logique derrière pour la maintenir, il n'y aura pas de service. Il n'y aura pas un service offert à la population qui va durer. Et ça, on peut voir que dans les applis du marché, par exemple, là, je mets quelques exemples un peu rapides, mais souvent, le design et l'aspect pérennité sont très développés. L'aspect scientifique et éthique, des fois, est un peu discutable.
parfois très discutables. Les applis qui sont développées par les chercheurs, les cliniciens, à l'inverse, elles sont plutôt fortes sur le côté scientifique et éthique, puis souvent sur le côté design et pérennité commerciale, elles sont moins, disons, elles sont moins performantes, on va dire. Avec aussi tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, il y a une tentative d'équilibrer ces facteurs-là, mais il y a aussi beaucoup de questions éthiques qui sont posées. Puis nous, très modestement, nous essayons de tenter d'intégrer ces 4 aspects au plus haut niveau possible. Voilà, alors la conclusion qui va faire la transition avec le témoignage d'Annick Charpentier qui m'accompagne, c'est que nous essayons de mettre ça en place dans un projet qui s'appelle Mentalis et qui consiste, je n'ai plus le temps donc je vais aller là, à développer une plateforme biface, en fait, une application mobile pour la population, puis un site web pour les professionnels de santé qui vont être interreliés entre eux. Et c'est un projet qui tente d'améliorer le processus de l'accès aux soins en santé mentale, qui est un très gros sujet, on le sait, au Québec et partout dans le monde. Alors voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole maintenant à Annick qui a participé au processus de co-design de cette plateforme Mentalis pour son témoignage. Oui, merci Stéphane. Donc, alors moi, je n'ai pas de PowerPoint parce que j'apporte ici la dimension humaine, l'histoire, tout simplement du point de vue de l'usager. Donc, j'ai eu un grand bonheur de participer au projet de Stéphane. Donc, je m'appelle Annick. J'ai vu parmi les participants des gens que je connais à travers mon travail et autres. Donc, je vous salue. Donc, dans le fond, je vais juste vous résumer un petit peu rapidement comment un usager peut participer, atterrir dans des équipes de travail comme celle-là et au final, pouvoir mettre l'usager au cœur de tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Alors, j'ai joint l'équipe de Stéphane à titre d'usagère. Vous vous demandez peut-être c'était quoi les qualifications qui étaient requises là, pour pouvoir participer à une recherche. Il s'agissait simplement d'avoir eu des troubles anxieux ou dépressifs tout simplement. Et ça tombait bien parce que moi, j'avais dans mon parcours de vie beaucoup d'expérience à ce sujet-là. Donc, en fait, en décembre 2020, je suis tombée complètement par hasard sur un appel à volontaires pour participer à une recherche avec l'UQAM. Donc, j'ai identifié par hasard parce que j'étais déjà aux aguets d'opportunités. J'avais eu dans mon parcours, il y a de nombreuses années, des événements difficiles, stress post-traumatique. Et on parle de ça il y a 15-20 ans. Il n'y avait pas de numérique, il y avait plutôt des bottins, pas beaucoup de ressources en santé mentale. Et par la chance, j'ai pu bénéficier de soins au Centre d'études du trauma à Montréal. Et à l'issue de ces soins-là, allant bien voulant rebondir, je me suis dit pourquoi pas donner au suivant. Et donner au suivant, pour moi, c'était aussi participer à la recherche. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là, je l'ai saisie. Et j'étais assez intéressée de savoir, je ne connaissais pas du tout le co-design, qu'est-ce que c'était. Alors, je me suis portée volontaire et en février 2021, donc j'ai reçu les informations qui concernaient le projet et on y expliquait un peu c'était quoi le co-design et quelle sorte d'engagement il était attendu. Donc, ce qu'on nous demandait comme usagers, c'était de participer à environ 9 réunions de 3 heures chacune, tout ça étalé sur un an. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je vous dirais que je m'attendais un peu à ce qu'on a comme image classique des recherches. On va me mettre dans un local, on va regarder mes comportements, on va étudier mes réactions, on va me faire répondre à des questions, on va me demander de raconter mon histoire. Donc, ou encore comme on le fait dans les milieux marketing où les gens sont placés dans des salles pour donner leur avis sur un produit. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée avec ces attentes, pas des attentes, mais la vision que j'avais du moins du projet. Quand ça a démarré, là, vraiment, ça s'est séparé en 2 phases, en fait, sur l'année ou les 2 ans qui ont suivi. Alors, la première phase, je m'excuse, je suis un petit peu nerveuse, je n'ai pas l'habitude et j'ai la bouche sèche, donc ça se peut que ça paraisse. Moi, c'est humaine. Donc, dans la phase 1, c'était principalement des ateliers de groupe, mais c'était des sous-groupes.
Alors, il y avait, entre autres, dans le genre d'activité qu'on a eu, c'était parfois d'avoir des prototypes qu'on commentait. On a fait notre parcours de soins aussi, c'est-à-dire comment les usagers, dans leur recherche de soutien et d'aide, c'était quoi les chemins qu'ils ont suivis, à quelle porte ils ont frappé. Alors, ça permettait en même temps pour nous, comme usagers, de faire un beau retour en arrière et de voir aussi, pour moi, en tout cas, j'étais dans un autre monde, étant donné que le numérique n'était pas là. Et on parle de mon histoire qui remontait à plus de 15-20 ans. Et je me disais, waouh, s'il y avait eu ce genre d'outils-là, ça aurait peut-être été des portes que j'aurais prises, du moins qui auraient été là en plus pour moi. Donc, les ateliers se passaient, somme toute, c'était assez intime et c'était même étonnant parce que quand on avait reçu l'invitation, les chercheurs et la liste des participants était vraiment longue et il y avait des gens de toutes sortes de disciplines et je me demandais bien quel rôle ou quelle place j'allais avoir. Et ça a été assez intéressant. Les sous-groupes ont été faits de façon assez intime. Il y avait des patients, des pères aidants, des séances mixtes aussi avec des psychologues et on discutait de sujets variés et tout ça était bien sûr animé, les conversations par des gens qui menait les discussions de façon extrêmement bienveillante et respectueuse pour l'histoire des gens qui étaient là, parce qu'il faut dire que c'est quand même, on partage des choses assez intimes et au départ, ça peut faire peur, mais finalement, l'équipe de Stéphane a été extrêmement bienveillante avec les participants et ça l'a permis de travailler et de s'ouvrir sur nos parcours. Et donc, tout ça pour dire qu'on travaillait sur un produit qui s'en venait et c'était assez excitant comme utilisateur futur, pour moi, en tout cas, de penser à des gens qui allaient utiliser. J'étais leur voix un peu, si on veut. Donc, j'ai pris à cœur aussi mon implication dans ce projet-là. Alors, il y a eu aussi des séances individuelles avec Stéphane où on me demandait de commenter du graphisme, du contenu, des interfaces. Et j'avoue que le côté personnel vient apporter une dimension. On parle de numérique, on parle d'application, mais j'ai vu le travail colossal et le nombre d'individus derrière ça et on se dit, waouh, il y a beaucoup d'humains là, derrière tout ça. Et l'humain reste au cœur. Je pense que Stéphane le disait tout à l'heure dans sa présentation. Alors, mes impressions, en grosso modo, pour cette expérience-là, qui n'est peut-être pas tout à fait terminée encore, je vous dirais que ça a été justement de travailler de concert avec des gens qui étaient autant des pères aidants, des patients, des psychologues, mais ce qui était bien aussi, c'était de sentir qu'on avait notre juste place. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'on est avec des chercheurs, on n'est pas intimidé, les discussions vont dans tous les sens. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de dire, est-ce que l'équipe qui travaille sur une application, comme on peut présumer parfois, on imagine des gens qui créent des applications dans un but lucratif, on peut y mettre… excusez-moi, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Je m'excuse. C'est pas grave. L'équipe, donc c'est juste que l'équipe était en mesure de se remettre en question. Donc, ils n'étaient pas sur un produit avec une finalité, comme on peut dire, soit lucrative, mais bien l'importance d'axer les efforts sur l'usager. Alors, l'équipe de Stéphane était vraiment en mesure de se remettre en question. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'on se disait, ah, wow, OK, donc finalement, le produit n'est pas déjà tout pensé. Et c'est là où on sent qu'on a vraiment une participation très, très active. Et juste pour vous dire, dans le fond, que le genre d'application, le numérique, oui, ça a vraiment sa place, je pense. Juste à titre personnel, dans mon parcours, il y a plusieurs années, le numérique n'était pas présent. Et moi, mon parcours a été un parcours de solitude, c'est-à-dire que je fais partie… Madame Dac disait tantôt qu'il y en a qui, 50% ne vont pas chercher d'aide. J'en faisais partie. J'étais silencieuse. Ma famille, mes amis, personne a su la souffrance dans laquelle j'étais et toutes les portes auxquelles j'ai frappé pendant 10-15 ans. Et je pense qu'avoir eu une application avec qui j'aurais pu
échanger, ça m'aurait peut-être ouvert une porte pour justement trouver et chercher les soins dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, voilà. Alors, je vais donner la parole à Stéphane. Et merci Annick. Je n'ai rien à ajouter. Je pense qu'on est allé au bout de notre temps pour notre présentation. Je te remercie infiniment pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup, Mme Charpentier. Merci beaucoup, Stéphane Vial. Je pense que, Annick, ce que vous avez apporté, ça fait référence à ce que Jennifer a mis d'emblée dans sa présentation, c'est qu'on parle avant tout de santé mentale avant de parler de santé mentale numérique. Donc, je pense que tout l'aspect humanisation des soins, humanisation de l'outil est primordial là, dans le rôle que vous avez pu jouer, puis dans le rôle aussi de la conception puis du design. On va poursuivre maintenant avec justement quel rôle peut jouer l'aspect validation, évaluation avec M. Michael Cardinal pour poursuivre la séquence de réflexion qu'on s'était donnée. Donc, Michael, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Annick. Quelle belle présentation, Dr. Vial, Annick, Jennifer. Écoutez, je ne peux qu'être et que saluer vos interventions, en fait, qui me rendent la job un peu facile. Vous avez déjà déstigmatisé, en fait, le rôle des outils numériques en santé mentale, leur potentiel, l'approche patient-partenaire aussi. Vous avez déjà expliqué qu'il y avait énormément de considérations à avoir quand on vient qu'à recommander ces outils-là à des patients ou les utiliser dans le cadre de soins. Comme pharmacien de formation qui utilise les outils numériques pour me rapprocher de mes patients grâce au numérique, ce qui est souvent un concept un peu paradoxal, je peux témoigner qu'il y a plein de considérations à y avoir et surtout une grande littératie numérique à aller augmenter de la part de nos patients et de nos professionnels. Ce qui, je pense, a été bien démontré et je tiens d'ailleurs à remercier l'Institut pour cette magnifique séance pour justement discuter de ces considérations-là en toute transparence. Je m'appelle Michael Cardinal, je suis cofondateur d'une entreprise. Elle s'appelle Therapix, qui vise à l'évaluation des outils numériques en santé mentale et physique et l'accès à ces informations pour les cliniciens et leurs patients. Petite parenthèse, là, écoutez, il faisait froid hier, fait que je suis allé faire un photoshoot là, avec mon manteau. C'est une petite précision, en plus de mon rôle chez Therapix, je suis aussi consultant, chercheur, conférencier à l'École de santé publique de l'UDM et aussi adviseur scientifique pour l'Union européenne dans le cadre du déploiement d'un standard d'évaluation pour les applications santé. Confidentialité, on l'a déjà mentionné, simplement petite mise en garde, je ne reçois pas de rémunération des organisateurs ou de la part des outils mentionnés durant la présentation et je vais présenter mes avis personnels et non ceux des organisations. Les apps comme nouvelle modalité d'intervention en santé, écoutez, je vais aller vite, je pense que le constat a déjà été fait. L'utilisation du numérique, l'utilisation d'une application comme logiciel qui est utilisé par le patient, soit de façon autonome ou en collaboration avec un degré de collaboration variable avec son clinicien. Là. Par exemple, le clinicien peut être impliqué dans la recommandation de cet outil numérique, puis après laisser le patient aller avec l'outil dans le cadre de ses besoins d'éducation, ou il peut plutôt utiliser un outil dans le cadre d'une séance en santé mentale avec son patient. Cette nouvelle tendance est en forte augmentation. On voit qu'au Canada, il y a un patient sur 3 qui utilise un outil numérique sans nécessairement en parler à son clinicien ou obtenir de recommandations de la part de l'institution de santé pour laquelle qu'il est affilié comme patient, soit son professionnel, son organisation ou même un système de soins comme le ministère de la Santé, le R3S. Et donc, des outils qui sont utilisés de façon de plus en plus fréquente. On parle même que 33% c'était pré-pandémie. On est aux États-Unis à 50% des patients qui ont une application pour leur santé embarquée, téléchargée sur leur téléphone. Et Stéphane l'a déjà parlé. Aujourd'hui, on parle vraiment d'outils qui vont au-delà de la télésanté. Là. On parle d'outils qui sont vraiment des logiciels que le patient utilise pour combler des besoins de santé. J'ai adoré l'exemple de TemStem, c'était ça, je pense, Dr. Vial, là, qui a vraiment précisé que ce type d'outil-là qui propose une intervention hyper nichée comme la réflexion auditive peut être en fait un outil parmi tant d'autres. En fait, au Canada, pour votre information, il y a plus de 310 000 applications en santé physique et mentale. Jennifer a parlé de 20 000 applications en santé mentale. C'est énorme.
Puis le problème, c'est qu'en ce moment, les patients vont télécharger ces outils-là sur une plateforme dont le rôle social n'est pas d'assurer la protection du public. Le rôle social d'Apple et de Google Play est de vendre des applications. Et quand moi, je vais sur mon Apple Store et que j'écris stress, je vois tout un paquet d'outils, mais je sais pas lesquels sont validés scientifiquement. Et quand je vais cliquer sur, par exemple, Headspace, que je lis la description, je vais voir une description qui fait des allégations. En fait, chez Therapix, on a des données qui nous montrent que 38% des descriptions d'applications contiennent des mots laissant croire une efficacité prouvée, alors que seulement 2,6% de ces applis-là fournissent les preuves soutenant ces descriptions. On voit aussi que parmi les 310 000 outils, seuls 4% ont le potentiel d'intervenir vraiment là, dans les autosoins, l'autogestion, voire la thérapie par le numérique. Donc, d'avoir vraiment un impact réel sur soit l'éducation du patient en lien avec sa condition, soit lui permettre d'accéder à une intervention par la méditation de pleine conscience. Bref, c'est assez inquiétant. Et c'est pourquoi, en fait, on croit que la solution est d'augmenter les mécanismes de contrôle qu'on a par la génération de données d'évaluation et surtout la démocratisation de l'accès à ces informations d'évaluation-là. Si on veut être en mesure de faire en sorte qu'on contourne un peu ce qui se passe sur le App Store, il faut absolument être en mesure de faire en sorte qu'on puisse transmettre les informations aux patients et aux cliniciens. Ceci dit, maintenant, on a parlé de 315 000 outils, puis on a parlé du défi d'identifier les outils qui étaient cliniquement valables. Alors, on a mentionné un exemple de ThermStem. Moi, je n'étais pas au courant de cet outil-là. Je suis certain que d'autres en étaient. Puis des outils comme ça, on est bien positionné pour le témoigner. Il y en a beaucoup. Et l'autre défi, c'est qu'il y a non seulement l'étude, on parlait avec Dr Vial de l'importance de favoriser de plus en plus les études cliniques, comme un peu pour les médicaments et les vaccins. Dr Vial, vous le disiez, d'avoir une étude randomisée contrôlée qui appuie l'efficacité. Mais ces études-là, c'est difficile à faire, c'est complexe. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y en a de plus en plus d'outils qui font ça, mais après, qu'est-ce qui arrive au niveau des mises à jour? L'outil ajoute un nouveau modèle, une nouvelle fonctionnalité. Pour prouver mon point, il y a 14% des outils qui seront mis à jour au cours des 3 prochains mois. Mercredi dernier, il y en a eu 204. C'est assez incroyable de voir à quel point cette évolution-là des outils, elle est fréquente, mais c'est aussi une opportunité. Parce que contrairement aux médicaments, il n'y a pas de fatalité. C'est pas terminé, c'est pas final. Un outil qui est peut-être pas parfait ou qui n'a pas fait du co-design, par exemple, pourrait peut-être faire du co-design par la suite pour adapter son outil. Donc, il y a un concept qui est appliqué à l'évaluation des outils numériques qui a été décrit dans plusieurs littératures, entre autres via les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est penchée là. Excusez-moi, je vais juste quitter mon diaporama pour vous présenter ça. Vous irez lire cet outil cette bibliothèque qui est, en fait, ce document de 238 pages, là, si vous êtes assez fêlé comme moi pour vouloir lire sur les processus d'évaluation d'applications santé. Vous allez lire des recommandations qui sont très alignées avec le fait qu'il faut absolument être en mesure d'évaluer des outils selon leur mise à jour. Parce que ces outils-là évoluent dans le temps et peuvent s'améliorer. L'aspect qui est difficile, c'est justement de traiter une quantité d'informations assez importante. Parce que je vais revenir sur les recommandations de l'OMS. On parlait de fracture numérique tantôt, on parle aussi de respect de la vie privée, sécurité, simplicité. La simplicité inclut le co-design. Il y a un paquet de critères d'évaluation qui sont nécessaires lorsqu'on vient se questionner et répondre à la question, est-ce que cet outil-là est pertinent? Est-ce que cet outil-là est sécuritaire à être recommandé à un patient? En fait, le co-design est un des critères parmi plus d'une cinquantaine de critères qu'on voit là, apparaître dans différents standards d'évaluation de la qualité. Donc, il faut être en mesure de supporter la complexité des produits et surtout être en mesure de couvrir et d'avoir un processus d'évaluation qui peut être très efficace à aller chercher du grand volume, d'être capable d'évaluer un grand nombre d'outils pour être en mesure d'identifier ces opportunités-là cachées. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Dr De Chantal qui nous écoute en ce moment, avec qui on a publié récemment un papier qui explique que présentement les évaluations faites par des experts nous permettent de trouver des opportunités qui sont cachées parmi le App Store.
Ce qu'on est venu démontrer, c'est ce que vous voyez présentement dans le tableau, c'est que si on se fie au score et au code de popularité des applications, on voit qu'il y a une corrélation, en fait, indirecte entre les évaluations que des experts font, comme celle de Therapix, et les codes de popularité qu'on voit sur le App Store. De façon plus claire maintenant, vous voyez ici en vert, ça, c'est des outils qu'on décrit là et qui, en fonction de l'ensemble des critères d'évaluation que Therapix évalue, sont des bonnes opportunités sur le plan clinique, sur le plan de la robustesse clinique et de la sécurité, de la gestion de la vie privée et de la simplicité. Mais qu'en revanche, leur cote de popularité, elle n'est pas trop élevée, probablement en lien avec le fait que les personnes qui développent cet outil-là, peut-être gratuit, n'ont peut-être pas les sous de s'acheter des grandes campagnes marketing pour faire en sorte que leur cote de popularité augmente énormément. Et qu'à l'inverse, il y a des opportunités, des applications qui ont un très grand score sur le App Store, mais qui, malheureusement, ne représentent pas les meilleurs outils disponibles. Donc, comme société, il y a un énorme coût d'opportunité présentement à se fier au code de popularité. Donc, bref, c'est important d'être en mesure de supporter une évaluation et un processus qui permet d'évaluer un grand nombre d'outils. C'est pourquoi que Therapix, depuis 4 ans, en fait, on s'est intéressé à comment est-ce qu'on peut innover dans nos processus d'évaluation pour faire en sorte qu'on soit en mesure d'évaluer un grand nombre d'outils de façon efficace. Ce que vous voyez cette slide-là, il n'y aura pas d'examen là-dessus après la présentation. Je vais éviter de présenter tout, là. Mais en gros, on nous pose souvent la question, comment vous évaluez concrètement les outils? Eh bien, voici. D'abord, ce qui est fait, c'est la mise en place d'un algorithme qui permet en fait d'intercepter certaines données des magasins d'applications. Ce que j'entends par ça, c'est d'être en mesure de savoir, bon, combien d'outils sont disponibles sur le marché, dans les marchés d'applications, et d'être en mesure de tracker, en bon québécois, leur mise à jour pour être en mesure de continuellement savoir les outils qui sont mis à jour. On a aussi investi des sous dans le développement d'outils qui nous permettent d'automatiser leur classification, de détecter par l'intelligence artificielle quelles sont les fonctionnalités qui sont contenues dans l'outil, quelle est la condition de santé qui est couverte dans l'outil, et pour ça, on utilise la description. C'est ensuite des données qui sont confirmées par des réviseurs d'applications qui vont venir, en fait, confirmer les informations qui ont été interceptées par le App Store. Également, ce qui est intéressant pour être en mesure d'évaluer un grand nombre d'outils, c'est qu'on a mis en place un processus standardisé qui permet à certaines personnes de se concentrer sur certains critères et d'autres sur d'autres critères en fonction de leur expertise. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est une application qui, en fait, fait l'objet de critères d'évaluation, comme par exemple si l'outil a été développé par un clinicien, si sa section de support, elle est suffisante pour adresser les besoins du support du patient. Et on présente, en fait, aux réviseurs des informations déjà accessibles pour faciliter l'exécution de ce travail-là. On réfère aussi à d'autres standards de certification lorsqu'on vient, par exemple, évaluer la certification de sécurité d'un outil qui permet rapidement d'être en mesure de colliger ces informations-là et d'informer ensuite les décisions d'organisations qui veulent faire des processus d'accréditation ou même le patient et le professionnel de la santé. Parce que, au-delà de l'accréditation, il faut comprendre qu'on peut mettre en place des processus qui nous permettent de sélectionner et de savoir quels sont les bons outils numériques en santé mentale disponibles commercialement au Québec et dont les patients, je vous le rappelle, vont déjà télécharger de toute façon. Ce qu'il faut par contre être en mesure aussi de faire, c'est, au-delà de l'accréditation, être en mesure de répondre aux enjeux des cliniciens. Présentement, le feedback qu'on a des cliniciens, c'est que c'est très difficile pour eux conjuguer l'utilisation d'un outil numérique avec les soins aux patients. Comment est-ce qu'on peut arriver à recommander une application? Comment est-ce qu'on peut considérer l'ensemble des considérations? Et je vous rappelle, les cliniciens, le rapport du CIQ, là, ici, le Conseil interprofessionnel québécois en fait état, n'ont pas appris à l'université qu'est-ce que ça mangeait en hiver une application santé, ni être en mesure de venir rapidement identifier tous les critères qu'on doit être en mesure d'évaluer au niveau d'une application avant qu'elle soit recommandée aux patients. En revanche, ils sont tous soumis à un code de déontologie
qui leur demandent de ne pas nuire à leurs patients. Donc, il y a une question qui est très considérable, c'est celle de comment est-ce qu'on est en mesure de prendre rapidement le pouls d'information pour venir recommander un outil numérique à son patient. Et c'est pourquoi, en fait, on voit apparaître à travers le monde des bibliothèques qui permettent d'informer les cliniciens sur ces critères d'évaluation-là et qui permettent d'augmenter leur littératie numérique en lien avec l'utilisation d'outils numériques. Ces outils-là, concrètement, sont utilisés de façon quotidienne par les professionnels pour consulter des informations qui leur permettent de répondre aux questions de leurs patients au sujet de ces outils-là. Donc, ils prennent la forme d'une interface de bibliothèque qui, en fait, constitue et qui publie l'ensemble des critères intéressants pour un clinicien lorsqu'ils viennent qu'à avoir une discussion avec un patient au sujet de ces outils. Et surtout, ce qu'ils vont tendance à faire, c'est de reprendre les principes qu'on a dans d'autres outils qu'on utilise déjà comme clinicien en lien avec la recommandation d'intervention auprès des patients. Par un témoignage comme pharmacien, on a, dans le cadre de nos logiciels en pharmacie, des outils qui nous permettent de voir rapidement des informations sur un médicament. Donc, c'est quoi les effets secondaires du médicament? Quelle est son efficacité? Quelles sont les études qui soutiennent l'utilisation du médicament? Quelle est l'approbation de Santé Canada? Eh bien, on vient reproduire ce concept-là dans le cadre de ces bibliothèques-là et appliquer cette fois-ci à la sphère application santé. Ce qui permet aux cliniciens présentement d'avoir accès à des évaluations d'experts et à un ensemble de critères d'évaluation très définis pour lequel les cliniciens sont en mesure d'interpréter et d'échanger avec ces critères-là rapidement pour prendre des décisions avec le patient. On a parlé d'approche centrée sur le patient tantôt. Le co-design est un exemple excellent. J'ai adoré la présentation. On a aussi l'aspect sécurité, vie privée. Et on a plein de piliers d'évaluation et chaque patient a une attitude différente en lien avec l'utilisation des outils numériques. Le principe soutenant cet outil-là est de vraiment faire preuve de transparence et de fournir aux professionnels, éventuellement aux patients, des informations sur les critères d'évaluation, des scores, des informations sur le fait qu'en termes de vie privée, ben ça c'est un B ou un A. En termes d'évidence, c'est un C ou un D pour être en mesure de favoriser, en fait, le choix du patient et du professionnel de façon totalement indépendante et centrée sur les besoins du patient. Rapidement, je vois le temps qui file. On est aussi très conscient que pour que des professionnels recommandent des outils numériques à des patients, c'est un processus qui prend du temps. Et qu'on a aussi l'opportunité de faire en sorte qu'on puisse exposer les patients à ce type d'évaluation. Donc, vous pouvez également trouver certaines plateformes qui apparaissent en ligne qui permettent de faire en sorte qu'on puisse, comme patient, juger de l'utilisation d'une application très particulière, très spécifique pour des objectifs de santé très particuliers, qui présentent de l'information de façon simple, ordonnée sur les évaluations. On fait beaucoup de parallèles avec ce qu'en Europe, en fait, est déployé là, pour tout ce qui est nutrition. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Nutri-Score. Là. Il y a ça en Europe énormément. Là. Donc, on peut avoir des Nutri-Scores sur des aliments qui viennent déterminer, là, en fait, la cote nutritionnelle d'un outil. C'est comme si, sur une valeur nutritive, donc, on a, exemple, on s'en va s'acheter à l'épicerie une barre tendre, on voit la valeur nutritive, puis là, on ajoute un Nutri-Score. Donc, c'est exactement dans ces principes-là, en fait, que ces outils-là sont déployés. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient publier en toute transparence l'ensemble de la valeur nutritive de l'application, à quel point elle est compliant à certains standards de sécurité, vie privée et autres. Et ensuite, on vient ajouter une information plus simple à digérer qui est celle d'un score pour être en mesure de faciliter l'interprétation. Je termine en vous envoyant vers mes ressources les plus intéressantes si vous êtes intéressé par les processus d'évaluation.
Vous avez évidemment les travaux de l'OMS qui sont très intéressants. Vous avez également, excusez-moi, il faut juste que je le trouve ici, un papier qui a comparé en fait les processus d'évaluation qui ont été faits par 9 pays. Peut-être que je vous l'apprends présentement, mais il y a 9 pays et donc des systèmes de soins qui ont mis en place des processus d'évaluation qui permettent en fait d'émettre des recommandations d'outils numériques auprès des patients. On pense entre autres à l'Allemagne, la Belgique et maintenant plus récemment la France. Je vous invite à aller sur Google pour en fait taper Mon espace santé qui va vous permettre en fait de trouver en fait un catalogue d'applications qui ont été évaluées par le gouvernement français. Vous avez la même chose du côté allemand. Cela est un petit peu plus compliqué là, fait que je vais vous l'écrire. C'est le BfArM DIGA qui vous permet en fait de trouver une bibliothèque qui permet de voir en fait les applications qui sont en fait approuvées par le gouvernement allemand dans ce cas-là. Donc, c'est essentiellement mon propos. Je termine en vous disant que, en fait, en présentant l'équipe, je les salue. Il y en a plusieurs qui nous écoutent présentement. C'est tout un travail là, de venir catégoriser, évaluer tous ces outils numériques. Donc, je prends tout le temps de remercier mon équipe dans le cadre de ces présentations-là et surtout remercier également les chercheurs qui nous ont aidés à faire en sorte qu'on puisse déployer ces types d'innovations-là. J'aurais dû ajouter même, comme je l'ai dit tantôt, docteur de Chantal, dans le cadre de cette diapositive-là que je salue encore. Je vous remercie, puis j'ai hâte au panel pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup, Michael. Encore là, un bref tour d'horizon d'un sujet dont on aurait pu parler pendant des heures. Je vous remercie beaucoup pour cette synthèse très intéressante. Pour la première question, j'irai avec une question qui est sur le fil de questions-réponses de justement Dr. de Chantal. Est-ce que dans vos expériences, Stéphane ou Michael et Annick, vous avez pu... il y a des situations qui ont pu arriver où les partenaires qui ont contribué à la conception ont proposé des modifications, mais qui allaient peut-être à l'encontre de ce que les données probantes suggéraient comme approche. Donc, si c'est arrivé, comment vous avez pu résoudre cette divergence pour arriver au meilleur résultat possible? Donc, tenir compte du expérientiel, mais tenir compte aussi des données probantes. Et je peux peut-être intervenir, j'avais vu effectivement la question tout à l'heure. Puis peut-être que, Annick, si jamais tu souhaites ajouter un mot, tu es libre aussi de le faire. Mais notre processus de co-design, il était organisé de telle sorte qu'il y avait, et il y aura encore, mais il y avait des ateliers qui étaient réservés à un groupe de patients pères aidants pour le faire vite, et des ateliers qui étaient réservés à des cliniciens. Et puis, à d'autres moments, nous les mettions ensemble dans le même atelier. Ce qui fait qu'on avait 3 moments, des moments où on pouvait approfondir le point de vue des patients et des pères aidants sans trop se soucier de ce que peuvent penser les cliniciens ou les intervenants. Puis d'autres moments à l'inverse où on se concentrait sur la réalité des intervenants, des professionnels, puis après on les croisait. Ce qui fait que oui, ça arrive, bien sûr, c'est tout l'intérêt de ce processus et de le mener comme on l'a mené pour croiser les points de vue. Bien évidemment que ça arrive, que des perspectives ne soient pas spontanément convergentes sur des points particuliers. C'est pas tellement lié aux données probantes ou composantes cliniques, comme je le vois dans la question qui est posée, pas particulièrement. Ça peut concerner n'importe quel aspect du dispositif qu'on est en train de co-concevoir tous ensemble. Alors, quand ça se produit, ben justement, c'est là où le co-design est censé faire son effet, c'est-à-dire que comme il a été défini par d'autres, comme Ezio Manzini par exemple, eh bien, le co-design, c'est une conversation sociale dans laquelle on cherche, on négocie aussi des choses. Donc, les points de vue des uns et des autres peuvent être expliqués, peuvent être présentés. Et puis, parfois, je me souviens que c'était nous, les facilitateurs, qui exposions le point de vue je ne sais pas, d'une personne qui vit avec une difficulté à des cliniciens pour leur dire, oui, mais regardez, eux ou elles, ils sont vraiment préoccupés par ça. Et à l'inverse, ah oui, mais du côté des cliniciens, il y a tel enjeu qui rend la chose pas très facile à faire ou pas souhaitable. Et donc, ok, donc il y avait une écoute déjà. Donc, on se faisait les traducteurs, médiateurs du point de vue des uns et des autres.
Et déjà, il y avait toujours une écoute comme bienveillante, je crois. Hein, tu as employé le mot plusieurs fois, Annick, du point de vue des autres, parce que tout le monde veut avancer dans le même sens. Là, on est en santé mentale, etc. Et si éventuellement la convergence n'est pas possible, eh bien, nous qui sommes les facilitateurs, animateurs du processus, nous devons trancher. Nous devons prendre la décision qui est le meilleur compromis possible entre les différentes parties prenantes. Et c'est là où, des fois, nos éléments de vision aussi peuvent jouer. Et donc, c'est comme ça que je pouvais répondre à cette question. Je ne sais pas si jamais, Annick, tu veux compléter, n'hésite pas, lève la main. Puis... Non, non, ça va, mais c'est très bien résumé. En fait, comme je disais tout à l'heure, la partie intéressante, c'était qu'il y avait la capacité de se remettre en question, mais il y a aussi il faut aussi comme, on s'imagine, hein, l'application idéale comme usager. Alors, l'idéal, nous, on n'est pas au courant du système et de toutes ses complexités. Donc, c'est sûr qu'on a plein de bonnes idées, là, et puis on a toujours des gens qui viennent nous expliquer aussi comment le système fonctionne, puis il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire, mais notre contribution, elle est quand même bien sentie et on se sent vraiment partie prenante dans toutes les démarches et dans tout le processus. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, Jennifer, vous avez la main levée. Oui, ben en fait, peut-être pour renchérir là-dessus, le co-design se fait aussi à d'autres niveaux. Il se fait bien sûr auprès des usagers, des utilisateurs des différentes applications, mais il va se faire tout au long aussi du développement processuel, donc en lien aussi avec l'implication des cliniciens, en lien avec l'implication des gestionnaires, des décideurs, des chercheurs, des personnes qui sont en appui financier aussi à la démarche. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui se veut co-construit, là, et donc c'est ça qui fait la force aussi là, à la fin du produit final, là, qui est vraiment un produit qu'on le souhaite utilisant cette approche-là est concertée au final. Très bien, merci. Je vais y aller encore avec une question sur le fil. Lorsqu'on veut innover avec des applications en santé, est-ce qu'il est préférable de partir de zéro, donc de rien, du tout début, et de tenter de combiner le co-design, éthique, scientificité, comme on l'a mentionné, ou encore d'essayer d'améliorer une application qui existe déjà, puis on procède à son amélioration à partir d'une approche de co-design, selon votre perspective et vos expériences? J'ai bien envie encore de lancer une petite réponse à cela, mais ça n'empêche pas que mes camarades me ajoutent autre chose. Mais en fait, ça a été dit aussi par Mickaël, hein, pourquoi pas faire du co-design à partir de quelque chose qui est déjà existant. Mais bien sûr, c'est possible. Je veux dire, c'est une méthode, on peut l'appliquer à tout un tas de situations. C'est sûr que moi, dans mon idéal, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça au départ, au tout début. Et dans les activités de publication et de diffusion que nous faisons, y compris celles d'aujourd'hui, une de mes motivations, c'est de faire connaître ces approches dans nos domaines pour donner le goût de les implanter le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire que si on ne les implante pas au tout début, elles vont pas être assez bonnes ou assez efficientes ou intéressantes, mais c'est sûr que moins il y a de choses fixées au départ, plus c'est intéressant de voir ce que ça peut mener. Alors, ça donne un peu le vertige aussi, parce qu'effectivement, la phase à laquelle Annick a participé, c'était la première phase de co-design où il y avait uniquement deux types de points de vue, clinicien intervenant d'un côté, patient périodant de l'autre. Comme Jennifer le disait, il va y avoir d'autres phases de co-design qui d'ailleurs ont commencé, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, avec des intervenants sur le terrain. Notamment en ce moment, je suis au CLSC Saint-Michel, dans le sud de l'Est de l'île, avec des collègues du GASMA pour regarder un peu ce qui se passe dans le détail. C'est très intéressant. Donc, il y a aussi des phases. Donc, on n'est pas obligé de se faire trop peur avec le co-design puis de mettre tout le monde dans la même affaire le premier mois. Et c'est bien, c'est important d'avoir un plan de co-design, comme on a un plan de recherche ou de développement, puis peut-être d'identifier en fonction du projet. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va se limiter d'abord à un aspect, puis à un objectif avec un type de personne, puis après on va ajouter une autre brique avec d'autres types de personnes. Puis je crois que ça peut intervenir à différentes phases, mais je crois qu'on y gagne quand même si on le fait depuis le début, parce que ça évite que la technologie froide prenne des décisions trop vite. Oui, Mickaël. Oui, je pense qu'on peut s'intéresser aussi. On n'est plus à l'époque où il manque de données probantes sur ce qui fonctionne. On est vraiment à une époque où il y a énormément de publications sur le sujet, sur lesquelles on peut s'inspirer pour commencer à réfléchir à quelles interventions fonctionnent bien.
et aussi s'intéresser, en fait, au niveau de fonctionnalité d'applications potentiellement compétitrices ou qui offrent déjà des soins déjà importants ou intéressants à la population dans un point de vue d'éviter la duplication, vraiment se concentrer sur un outil qui peut apporter une valeur ajoutée. Où que c'est intéressant, c'est vraiment dans la réflexion où quand on vient centrer sur le patient. J'ai l'impression que souvent, quand on réfléchit à l'aspect santé mentale numérique comme système de soins, on pense que le patient a besoin d'une application qui contient tout, qui a tout dedans, l'application magique, celle qui contient les 18 modules d'éducation aux patients, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de patients qui ont des besoins très spécifiques adaptés à leur réalité, qui peuvent être bien répondus. Il y a beaucoup de littérature qui a prouvé que l'engagement d'un patient à l'utilisation soutenue d'une application, qui est souvent un enjeu, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a pas juste des bénéfices d'une application santé, il y a aussi des limites. L'engagement soutenu aux applications n'est pas toujours là au rendez-vous pour certaines apps. Et les études qui ont prouvé un engagement soutenu tentent à démontrer qu'il y avait un alignement parfait entre les besoins perçus du patient et la disponibilité de ces fonctionnalités-là dans l'application. Tout ça pour dire que dans le cadre de ce déploiement-là ou dans le cadre d'un nouvel app qui vient qu'à être sur le marché, je pense qu'avant même de commencer à parler design, il faut commencer à regarder quel est le bénéfice clinique, qu'est-ce que je vais apporter pour le patient et commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a déjà comme offre disponible pour une idée de complémentarité. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Peut-être un petit mot rapide que j'aime bien insister là-dessus et le processus qu'on met en place, qu'on poursuit, l'illustre, c'est que quand Michael a parlé d'être centré patient ou centré sur les personnes qui ont une expérience personnelle, etc., eh bien, nous, on a découvert dans notre processus de co-design, au début, on était sur l'idée qu'on s'adresse principalement, uniquement, exclusivement aux bénéficiaires, donc les usagers, usagères, qu'on les appelle patients ou autres. Puis, plus on avance, plus on se rend compte que l'utilisateur, là, comme on dit en design, être centré sur l'utilisateur, mais c'est aussi inclure tout autant, en fait, le professionnel, l'intervenant, parce qu'on se rend compte que les conditions aussi, des fois, d'exercice, de pratique, de travail institutionnel, organisationnel, ont un impact important sur la qualité du service qui peut être déployé, des fois positivement, des fois moins positivement. Et puis, donc, on se rend compte qu'être centré utilisateur, c'est être centré, c'est multi-utilisateur. C'est-à-dire que si on veut essayer de faire quelque chose qui a un impact bénéfique et positif, il faut qu'on intègre les dépendances, en fait, le côté écosystème, en fait, où tout est interdépendant. Et donc, on ne peut pas pousser une solution numérique à 200% à très grande vitesse qui s'adresse à des patients, puis en fait, le système n'est pas capable de suivre. Donc, en fait, il faut concevoir quelque chose qui est soutenable pour tout le monde et que tout le monde peut embarquer dedans et donc, ça oblige aussi à être humble dans l'innovation en santé. Comme j'entendais Jean-Louis Denis le dire la semaine dernière dans un colloque, la temporalité de l'innovation en santé, elle est inévitablement longue. De ce côté-là, elle est totalement contraire à la logique des startups numériques habituelles. Vous savez, il y a ce slogan qu'on entend beaucoup dans la Silicon Valley depuis 15 ans, « Move fast and break things ». Moi, je crois qu'en santé, il faut dire exactement le contraire. Move slow and break nothing. Donc, avançons doucement et ne cassons rien. Et là, peut-être, on a une chance de faire vraiment de l'innovation parce que toute la mythologie un peu dogmatique de la disruption, ça ne peut pas aller à grande vitesse en fracassant tout lorsqu'on est en santé. Donc, prendre en compte tout le monde, y aller pas à pas, voilà. Donc, c'est un processus aussi long et lent et multi-acteurs. Je voulais juste insister là-dessus. Merci. Jennifer? Oui, je pense que c'est très important ce que Stéphane vient de dire, dans le sens où on a besoin de prendre toutes les considérations aussi du terrain, dans la contextualisation, les sensibilités culturelles, les façons de faire, l'organisation du travail, la disponibilité aussi des intervenants et aussi leur écoute par rapport à l'implantation du numérique. Ça doit se faire avec eux, main dans la main, aussi, pour eux aussi, leur champ de pratique, leur ouvrir de nouveaux horizons aussi d'utilisation du numérique en santé mentale. Et donc, nous avons besoin de nos leaders cliniques sur le terrain pour actualiser ce changement-là.
Donc, certainement là, que ça doit se faire aussi à ce niveau-là, dans un environnement complexe aussi. Là. Donc, je pense qu'on doit prendre aussi acte de certains éléments de la théorie de la complexité, aussi de la disruption, là, mais pour venir nous appuyer aussi dans notre compréhension de notre environnement et son évolution. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui avance. Il est déjà 1h27. Donc, plutôt que d'y aller, là, j'ai une nouvelle question ici. Bon, c'est ça, le caractère forcément limité dans le temps du financement par projet du secteur public, ça nous rend moins compétents. Bon, je vais la lire au complet, ça va aller mieux. Comment réconcilier la nécessaire pérennité d'une application avec le caractère forcément limité dans le temps du financement par projet du secteur public, ce qui nous rend moins compétitifs face aux applications des grandes entreprises? Un mot là-dessus pour peut-être pour conclure parce que l'heure avance. Mais moi, je vois bien parce que notre projet, il est financé par des fonds publics de recherche, donc on voit bien l'enjeu. Oui, c'est une excellente question qui fait que dans ma présentation, j'ai parlé de 4 dimensions qu'on voulait essayer de maintenir ensemble, c'est-à-dire la validation de la science, l'expérience utilisateur en design, l'éthique, la sécurité et aussi la viabilité. Et là, je crois qu'effectivement, il y a une petite limite institutionnelle, mais à nous d'être créatifs. Je crois que pour répondre à cet enjeu, il faut que nous autres, les chercheurs qui tentons de pousser des nouvelles solutions dans ce domaine, ou en dehors du monde des chercheurs, ailleurs dans les entreprises, mais disons que les entreprises, elles ont une relation avec la pérennité et la viabilité qui est un peu plus naturelle sur le long terme parce qu'il y a des enjeux commerciaux. Mais je crois que pour nous, ça veut dire, pour les chercheurs notamment, il faut accepter l'idée que si on se lance dans un projet comme ça, le sens de la responsabilité envers la population que l'on vise servir implique de se former aux enjeux de pérennité et de modèles d'affaires. Moi, j'en suis à faire un modèle d'affaires avec un coach pour comprendre comment cette solution qu'on imagine pourrait vivre. Sinon, que faire? Et c'est là où il y a peut-être un petit changement de culture tranquillement à opérer et se dire que peut-être le but d'une recherche-intervention numérique en santé mentale, c'est pas seulement de faire un essai randomisé contrôlé, une évaluation, mais puis une publication, mais de se dire, bon, si on veut vraiment la livrer, cette solution, il faut peut-être assumer d'être dans une co-construction avec des personnes qui sont aussi formées en gestion, par exemple, et avoir peut-être l'audace de vouloir la porter au-delà de la recherche elle-même. Ou, si on n'a pas soi-même cette audace ou cette envie, de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider à le faire. En tout cas, c'est une très, très belle et bonne question. Merci. Et le mot de la fin en quelques secondes pour Michael? À se faire de la recherche vers le milieu. C'est vraiment le terme, je pense, à dire à ce point-ci. J'aime beaucoup ce que en numérique, c'est vraiment des fondements qui sont très agiles. On n'est pas habitué en santé là, à ça. Là. On fonctionne beaucoup en approche très longitudinale lorsqu'on évalue, par exemple, les médicaments ou lorsqu'on vient à déployer des innovations. En techno, on est dans le mode agile. Les besoins des patients évoluent, les besoins des professionnels de la santé, on en parlait, évoluent excessivement rapidement. Les innovations doivent s'adapter. Donc oui, il faut de la pérennité, de la durabilité. Ça passe par un modèle commercial périn, effectivement. Donc, le transfert de la recherche vers le milieu commercial est tout à fait nécessaire, effectivement. J'aime beaucoup la réponse de Dr. Vial. Merci beaucoup. Je vois que Jennifer aurait quelques mots à ajouter. Oui, peut-être au final, parce que quand même, il y a des éléments publics là, qui ont été mentionnés en termes de pérennisation aussi, puis d'utilisation de ces investissements-là. Je pense que c'est important aussi le positionnement stratégique de ces discussions-là. Par exemple, à l'intérieur d'un établissement comme le nôtre, on a choisi de travailler la stratégie numérique en santé mentale à l'intérieur même d'une direction générale d'établissement. Et donc, l'idée, c'est aussi de se donner cette opportunité-là d'être agile dans nos relations avec l'industrie, avec les partenaires, avec le milieu de la recherche, avec l'ensemble du réseau. Donc, c'est aussi le positionnement stratégique, je pense, aussi des dossiers qui peuvent favoriser aussi cette agilité-là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie énormément, chers panélistes, Jennifer Dahac, Stéphane Vial, Annick Charpentier et Michael Cardinal. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous et pour la pertinence de vos questions aussi. On vous remercie d'avoir été présents, puis on vous souhaite une bonne continuité avec les applications numériques en santé mentale. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée.